Seigneur, écrit de triomphe. Bonjour à tous, Sister Moula de Recevez les Zoé. Donc aujourd'hui dans l'émission Pic à Patara, nous accueillons des femmes de valeur afin de parler de la journée internationale du 8 mars. Nous accueillons pour commencer Madame Sylvie Gonissa. Ensuite Madame Claire Jeannette Mayanga. Ensuite Madame Michelle Victoire Bedon. On va aborder avec les premières intervenantes plusieurs thèmes. Nous avons le thème la place de la femme dans l'éducation. Nous avons également la formation professionnelle qui est vraiment une clé de développement des compétences. Également la posture professionnelle de la femme. Alors, on va passer maintenant à la formation professionnelle, un thème qui tient à cœur à Madame Claire Jeannette Mayanga. Si elle peut nous parler de ça, qu'est-ce que cela évoque pour elle? C'est une clé de développement des compétences, c'est-à-dire tout ça, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Voilà, toujours dans le cadre de la réduction des inégalités dont sont victimes les femmes, les inégalités au niveau professionnel, au niveau politique, même au niveau familial, comme le relevait tout à l'heure Madame Gonissa. Nous pensons que l'autonomisation et l'indépendance de la femme peut intervenir également en ayant un travail. Donc, elle a d'abord une scolarité, donc une éducation, et quand elle a un bagage suffisant pour pouvoir obtenir un travail, il faut qu'en préalable, elle ait été formée professionnellement, qu'elle ait une formation professionnelle. La formation professionnelle, elle représente en fait un outil de développement qui permet en fait à une personne quelconque d'acquérir des savoirs, donc des connaissances qu'elle aura obtenues préalablement dans ses études. Tout dépend du niveau qu'elle aura atteint. C'est acquérir également des savoir-faire qui lui permettront en fait de mener à bien une mission, des tâches, un travail qui lui est confié au sein d'une activité, dans une entreprise, dans une association, quelle que soit la structure, et aussi un savoir-être qui lui permettra également de se comporter de telle ou telle façon dans son lieu de travail. Le savoir-être, ça peut être la discipline, ça peut être le respect de la hiérarchie, ça peut être également la ponctualité. Donc ça reprend en fait plusieurs valeurs qui vont lui permettre d'être une bonne professionnelle. La femme a toujours été victime au niveau professionnel de chantage, de marchandage, et puis également de dévalorisation. Dans quel sens? Dans le sens où, généralement, une femme, quand elle veut postuler à un poste, le plus souvent, elle est victime de propositions que lui font des hommes. Voilà, des hommes. On parle souvent de promotion canapé. Et face à ce genre de fléaux, j'appelle ça des fléaux, la femme devrait en fait avoir de l'assurance et se dire, moi si je postule, c'est parce que j'en ai les capacités, j'ai également les compétences, et donc juste ce type d'éléments peuvent lui donner de l'assurance et ne pas aller en fait s'inscrire dans une démarche ou des propositions qui ne sont pas à la hauteur de sa valeur. Donc il est important que les femmes aient une formation professionnelle, qu'elles se forment pour pouvoir obtenir un travail, pour pouvoir bien faire leur travail, et puis également pour que ce travail soit une source de revenus. Ces sources de revenus vont lui permettre en fait de participer à l'éducation de ses enfants, d'épauler son mari, dans le sens où les deux sont parents et qu'ils ont la responsabilité d'éduquer et puis de nourrir et de vêtir leurs enfants. Donc il est important que cet outil serve aux femmes. Dans notre pays, en Centrafrique, nous n'avons malheureusement pas un paysage de la formation professionnelle qui puisse servir à tous. On déplore vraiment le fait qu'il manque une législation. On n'a pas de droit à la formation. Le droit à la formation, qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça pourrait en fait identifier des publics qui sont des jeunes,
qui sont des femmes, qui sont des personnes de plus de 40 ans. Voilà, il y a des catégories de socio-professionnels qui pourraient être identifiées de façon à ce qu'on leur offre une formation qui peut leur permettre d'être bien dans leur peau et de pouvoir se professionnaliser pour être bien dans un lieu de travail. Malheureusement, nous n'avons pas ce droit à la formation qui pourrait en fait pousser les entreprises à accepter des femmes pour de l'alternance, accepter également des jeunes élèves, donc des jeunes filles qui vont s'habituer au fonctionnement de l'entreprise. On voit ici en France qu'il y a des stages de découverte et donc ce type de dispositif n'existe vraiment pas chez nous. Et nous avons aussi des jeunes filles qui arrêtent leurs études après le BEPC, après le bac. Aujourd'hui, on parle de la formation tout le long de la vie. C'est quoi la formation tout le long de la vie? C'est même après un échec scolaire, au niveau du collège, au niveau de l'université, on peut toujours s'inscrire dans une formation, être orienté sur une formation qui vous plaît et qui vous permette d'avoir une activité salariée. Et nous restons malheureusement sur des schémas qui font que de jeunes femmes ou de jeunes filles pensent qu'un échec est définitif. Alors qu'en fait, on peut en fait extraire ou extirper de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des études, des compétences personnelles qui peuvent leur permettre d'être ouvertes à acquérir des compétences professionnelles et puis de faire leurs preuves. Donc, il serait bien en fait qu'il y ait un droit à la formation, qu'on aide les femmes qui sont des publics fragilisés. Cette formation donc se situerait donc à tous les niveaux, toutes les catégories de femmes, aussi bien les femmes rurales, celles qui sont dans les campagnes, qui font leur petit jardin et qui, avec les fruits de ces jardins, vont nourrir leur famille. C'est peut-être leur faire aussi des petites formations, leur dire voilà, si vous procédez de telle façon, vous allez doubler votre production. La secrétaire qui a été formée sur le tas et qui ne maîtrise peut-être pas ce que c'est qu'une synthèse, à qui on ne délèguera jamais une mission parce qu'elle est limitée par son savoir, on pourrait également lui proposer de développer ses compétences, d'ouvrir un peu plus ses connaissances et ses savoir-faire sur des techniques, sur des pratiques professionnelles et lui permettre en fait d'être bien dans sa posture professionnelle et évoluer également. Donc, je pense qu'il faut structurer la formation professionnelle. En la structurant, on peut former des jeunes, on peut valoriser les filles, on peut également offrir à des femmes des formations parce qu'il n'est jamais tard. Tout à fait. Et on peut également développer des organismes de formation parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est le financement de la formation. Ouais. Je suis formatrice ou bien j'ai un organisme de formation, j'ai des compétences, je peux former le monde, mais je le forme. Comment je fais tourner ma boîte puisque je n'ai pas les financements. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi un gros souci sur lequel nos autorités devraient se pencher, non seulement pour former globalement les citoyens, mais aussi se pencher sur les femmes, sur les jeunes filles, où le taux de scolarité est déjà très faible, où au niveau des entreprises, il y a des inégalités. Je pense que c'est un souci quand même sur lequel il faut se pencher pour pouvoir leur ouvrir un peu plus de perspectives d'avenir dans la formation et dans la vie active. J'ai quand même une question. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes qui peut-être manquent, je sais pas, de conditions de formation et qui, pour chercher du travail, sont confrontées à des hommes qui leur proposent un échange pas très agréable. Oui. Mais pourtant, il y a des femmes qui ont étudié à l'étranger, qui ont des compétences. Mais quand elles rentrent en Afrique, hein, qui passent par ce chemin-là, comment ça se fait qu'une femme qui a une bonne formation, qui est bien posée, et quand elle rentre en Afrique, on apprend qu'elle est ministre ou directrice, c'est parce qu'elle a couché, désolé, il faut bien que les gens comprennent, qu'elle a couché pour avoir ce poste-là. Comment ça se fait? Pourtant, elle a été formée. Là également, je pense que
Ce qu'il faut changer, c'est peut-être pas la femme, parce que bon, même si elle a toute l'assurance qu'il faut, mais c'est également changer la mentalité des hommes vis-à-vis des femmes. Donc, je pense que ça également, on peut sensibiliser la femme sur la confiance en soi, sur également des valeurs intrinsèques, et la valoriser déjà dans sa propre personne pour qu'elle puisse, face à ce type de fléau, ce type de proposition, non seulement raisonner, mais pouvoir également éduquer nos hommes, qui sont généralement nos partenaires naturels. Donc je pense qu'il y a une sensibilisation à faire, et également au niveau des femmes et au niveau des hommes, pour qu'ils puissent avoir un équilibre et que ce genre de pratique n'arrive pas. Parfois on pense que c'est seulement en Afrique que ça arrive, mais après quand on voit en France récemment l'histoire, je sais pas, de ski, c'est ça, patinage, il y a une histoire comme ça aussi. Pour être promu, pour évoluer, il fallait passer par là. Et quand on voit dans le monde du 7e art, je crois que c'est ça, le cinéma aux États-Unis, certaines actrices ont dû passer par ce canal-là pour avoir des rôles au cinéma. Donc, Madame Gonissa, avez-vous quelque chose à rajouter par rapport à ce point, la formation professionnelle de la femme Je pense que depuis que le monde est monde, je pense que ça a toujours été. Et là, maintenant, avec les réseaux sociaux, on sait qu'il y a beaucoup plus de lumière sur ce qui se passe actuellement. Mais comme l'a dit Madame Mayanga, je crois qu'il y a un grand problème de pédagogie. Il faudrait sensibiliser les gens pour que les mentalités changent. Quelqu'un peut dire même aux États-Unis, je crois que c'était seulement en Afrique où on est pauvre. Même aux États-Unis, pour avoir un rôle au cinéma, il fallait passer par là. Donc finalement, il n'y a pas que les pauvres alors. Pour évoluer, les gens sont prêts à tout, malheureusement. Oui, d'accord, de l'ambition. Oui, Madame Bedon, un mot ajouté par rapport à ça. Ce que je voulais rajouter, c'est beaucoup plus par rapport à la formation professionnelle. Oui. Un problème qui se pose en Afrique aussi, formation professionnelle et études générales. Il y a un problème aussi, il faut vraiment promouvoir cette formation professionnelle parce qu'en Afrique, c'est études secondaires, primaires, secondaires, université. Et pour si peu que la femme ou l'homme même se retrouve en cours d'orientation, d'échec, j'ai l'impression que sa vie s'arrête là. Il n'y a pas justement cette possibilité d'avoir accès à cette formation professionnelle, souvent, qui est très mal aussi perçue. Souvent, justement, on pense que la formation professionnelle, c'est exactement, alors que pas du tout. Tout à fait. Donc, c'est aussi ça, promouvoir vraiment cette formation professionnelle, parler des bienfaits de cette formation professionnelle. C'est justement par rapport à elle. Je pense que là, vous posez un problème d'orientation professionnelle. Je pense que quand les jeunes filles, je vais insister sur les jeunes filles, quand elles sont dans le secondaire ou bien quand elles terminent leur deuxième cycle, et même celles qui sortent d'une licence ou d'une maîtrise, généralement, elle a juste des connaissances générales. Et donc, elle n'a aucune connaissance du fonctionnement de l'entreprise. Donc, en fait, il y a cette passerelle-là à combler de manière à ce qu'elle puisse acquérir des savoir-faire. En France, très tôt, dès la 3e, je pense qu'on parle déjà d'orientation. On parle déjà de la découverte des métiers. Et c'est ce que nous n'avons pas, malheureusement, en Afrique. Si bien que les jeunes sont souvent perdus par manque de connaissances, par manque d'accompagnement également. Et donc, même par manque de confiance, voilà. Et ce problème d'orientation peut être un outil d'aide au choix d'un métier. Et en plus, il ne suffit pas seulement de choisir un métier, mais il faut avoir des structures qui forment à ce métier. Et là, je pense que nous avons également beaucoup de carences, puisqu'on revient encore sur ce problème de structurer la formation professionnelle de manière à ce qu'on puisse avoir des organismes de formation, des centres de formation, de diversifier également les métiers. Et on a toujours cet éternel problème qui finance. Tout à fait. Aujourd'hui, on a l'ACFPE qui est collecteur des fonds de formation auprès des entreprises privées. Donc, ils sont eux-mêmes collecteurs et ils sont eux-mêmes prestataires de formation. Mais ce sont des formations qui sont essentiellement dédiées aux salariés qui sont en cours d'emploi. Et au niveau des jeunes qui sortent de leur scolarité, ça manque cruellement.
Et là, je me dis, quel que soit le niveau, parce que ça peut être des CAP, il y a le lycée technique qui forme au CAP, mais c'est assez limité comme métier, vraiment pour diversifier de manière à ce qu'il y ait toute une brochette de métiers qui puisse attirer les jeunes, c'est mettre en place un dispositif de formation, un droit à la formation. Parce qu'un droit à la formation pousse en fait le jeune ou bien la jeune fille à se dire, voilà, il y a des formations pour jeunes filles de 16 à 25 ans. Je suis dans cette tranche d'âge, je peux donc prétendre à cette formation. Donc en fait, il y a un lien qui va l'amener, qui va aussi la motiver à aller demander une formation. Et de la même manière, les femmes qui sont également éloignées de l'emploi ou même les moins qualifiées, des formations également qui peuvent leur permettre d'avoir une remise à niveau et de pouvoir faire une formation qui va leur donner un métier et donc une source de revenus à la fin du mois. Madame Gonissa veut compléter? J'aimerais juste ajouter que les freins à la formation professionnelle, bien souvent, dans les pays africains, sont dus au fait que lorsqu'on voulait mettre en place les pays, enfin, structurer les pays, on se disait qu'il fallait déjà structurer de manière administrative, donc déjà le côté professionnel était déjà mis de côté déjà à l'époque, donc on n'a pas très bien évolué dans ce sens-là, on n'a pas cherché à créer des structures adéquates pour pouvoir recevoir les jeunes quand ils sont en situation de rupture scolaire ou d'échec scolaire, donc ça constitue des freins, et ce qui a fait que on se dit que quand on est en formation professionnelle, ben c'est ce que disait Madame Dedans, la formation professionnelle est mal aimée, les gens elle est mal perçue. Même ici en France, on se dit qu'on ne va pas évoluer, on ne va pas avoir une position hiérarchique bien élevée dans la société si on est en formation professionnelle. Malheureusement en Afrique aussi, c'est la même chose. La formation, oui, mais après, tout ce qui est technique, parfois les gens n'aiment pas trop en Afrique. Hein. C'est que maintenant que les gens commencent, quand on leur parle de la mécanique, l'agriculture, de ça, les gens avant, ils ne voulaient pas. Hein. Eux, c'était le bureau et puis c'est tout. Hein. Si ce n'est pas le bureau, c'était rien. Et puis, ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les bénéficiaires qui sont issus de formations techniques, qui ont une employabilité beaucoup plus importante. Hein. Et puis, c'est la main-d'œuvre également qui manque énormément sur le terrain. Mais c'est des gens qui sont tout de suite recrutés parce que la demande est importante. Il y a également un autre aspect. Madame Gonis a parlé des pays africains. Depuis les années 90, il y a eu une réforme au niveau des collecteurs de fonds de formation. En France, et puis beaucoup de pays africains ont suivi. Je prendrai le cas de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali également. Ils ont, eux, également appliqué cette réforme qui consiste à séparer l'activité du collecteur et du dispensateur, parce qu'on ne peut pas être juge et partie en même temps. Donc, le collecteur collecte les fonds de formation et en les collectant, il va les financer. Il va financer les formations. Comme il est financeur, il contrôle également la qualité de la formation. Et donc, c'est ce qui a permis à beaucoup d'organismes de formation de se mettre en place, d'être créés et d'avoir des sources de financement pour pouvoir former des jeunes ou bien des salariés. C'est vrai qu'ici en France, on a la chance d'être orienté dès la troisième. Nous, on a pu faire notre stage de troisième de découverte, on a pu voir et même, on accepte nos choix entre guillemets. Si on veut se diriger vers ci, on peut. Si on veut pas, on peut retourner en arrière, réessayer autre chose et c'est ce qui est bien. Merci. Merci. Priscilla Bamako. Juste pour souligner, je dis la maternité aussi, je vois que c'est une cause, un frein à la vie professionnelle des femmes, surtout des jeunes femmes dans mon pays en fait, en Centrafrique. Je vois que ce qui fait que d'autres filles ne veulent pas aller loin dans les études, c'est la maternité aussi. Et s'il y a des moyens pour sensibiliser les jeunes filles à se dire c'est mieux de me former avant d'avoir des enfants ou bien d'être femme au foyer, se dire comme on voit dans d'autres pays. Au Bénin par exemple, je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui change. Les jeunes filles aiment beaucoup plus se donner dans la formation avant de devenir femme au foyer. Et la maternité freine beaucoup plus le problème, je veux dire, de la formation de la jeune fille. Et si dans mon pays, les autorités pouvaient comprendre que sensibiliser les jeunes filles sur
l'importance de la formation devrait être quelque chose, je veux dire, de très important dans, comment dirais-je, chaque président ou bien dans chaque gouvernement, ils ont des, ils proposent des, je veux dire, au début de leur régime par exemple, que voilà, moi il y aura ça, je vais faire ça, je vais faire si jamais s'il y a une femme ou un homme qui se dit moi je vais me baser sur ça, sensibiliser les jeunes filles à prendre conscience de leur avenir, parce que sans la formation elles ne peuvent rien devenir, elles ne peuvent rien faire pour soutenir leur famille. Je pense que c'est quelque chose qui manque en fait et qui est, je considère comme un frein à la vie professionnelle des femmes. Surtout dans mon pays en fait. À la société civile aussi. Les femmes peuvent tomber enceintes, accoucher, mais il ne faut pas lâcher aussi. Oui, c'est ça, les sensibiliser à reconnaître l'importance de la formation. Ah ouais, formation. C'est ce que je... Moi, bon, après ça dépend. On va dire, moi je sais pas si ma mère a été freinée, je ne sais pas. Mais peut-être, hein, mais je sais pas. Mais moi je vois quand même nos parents, certains, quand même faisaient les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui arrivent à avoir des enfants et puis à continuer après. Même les actrices américaines, il y en a qui se disent oh, j'attends et à 50 ans après, elles n'ont pas d'enfants. On a vu Heidi Klum faire les deux. Hein. C'est-à-dire que le boulot, ça dépend des situations. Et joue aussi la mentalité. Le côté financier joue. Financement, beaucoup, hein. Oui. C'est le financier. Financement comment? Non, c'est la surtout chez nous, c'est la mentalité. Quand tu accouches, par exemple, si tu as un SIAM2, on va dire. Ah, chez toi là voilà, aussi. Tu accouches, mère-fille, hein. Voilà. Les mères là, moi, je sais pas, il y a des femmes qui ont des enfants qui laissent à la grand-mère et puis qui partent à l'étranger étudier puis qui reviennent aussi, hein. Hein, la plupart de nos mamans ont fait ça, hein. Elles ont eu une bourse, elles sont parties en France, en Roumanie. Voilà, elles ont étudié, hein, mais après, tout dépend. Tout dépend peut-être du père de l'enfant aussi. Hein. Ça aussi, c'est important. Avec qui on s'est associé pour faire l'enfant. Si on s'est associé avec un abruti et qu'on a eu un enfant, ben, le gars te dira tu lâches tes études là, tu restes seulement à la maison. Mais si tu tombes sur un gars quand même, pas forcément intellectuel, mais qui comprend les choses, il peut se dire que voilà, laisse l'enfant à ma mère ou à une cousine, va étudier et puis tu reviens. Mais la volonté première vient de la femme. Oui. La première volonté vient de la femme. C'est une question de détermination. Et puis je pense qu'au niveau environnemental de la femme, on peut parler aussi de planning familial qui peut éduquer la femme à espacer ses naissances ou bien à attendre d'avancer d'abord dans ses études. Donc il y a également l'objectif qu'elle s'est fixé, la femme. Et il y a également, je pense, la responsabilité des parents. Hein. Nous, les mères, comme on est très proches des filles, c'est également les booster dans les études et essayer de leur donner une direction donnée. Bon, maintenant, parfois, malgré la direction qu'on donne, la fille, elle peut tomber enceinte. Ouais. Mais il faudrait juste qu'elle soit boostée après pour savoir que ce n'est pas un échec, ce n'est pas une fin. Qu'elle peut rebondir. Voilà, et qu'elle peut rebondir. Ouais. Le problème, c'est que aussi, j'ai compris, je crois aussi comprendre que la femme, elle pense toujours être sous couvert de son homme. Il y a cette mentalité qu'il faut changer. À l'époque, c'est vrai que ça existait. La femme, justement, l'homme, elle était mineure. Mais ça a été aboli, ça, justement. Voilà, quoi. Mais tout ça, c'est encore cette mentalité. Il faut qu'on aille plus en avant, comprendre qui était la femme du XVIIIe siècle et quelle est la femme du XXIe siècle. C'était avoir un bon mari, avoir des enfants. Et souvent, en attendant, justement... Maintenant, les bons maris sont rares, hein. Les bonnes femmes, il y en a, hein. Elles sont versées, quoi. Mais après, bon, voilà, quoi. Voilà. D'accord. Génération égalité. Namanda matikyo, ogwelangwa na biso.